Et au nom de Promis, c'est avec plaisir qu'on accueille aujourd'hui Mme Fassal Kanouté. Mme Kanouté est psychopédagogue et professeure titulaire en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Son expertise porte sur les enjeux de la prise en compte de la diversité sociale et ethnoculturelle dans les écoles et les milieux de formation. Alors, dans un premier temps, Mme Kanouté présentera sa conférence et puis dans un deuxième temps, on va avoir une partie interactive où on va pouvoir poser des questions. Alors, merci d'être venu. Donc, je voudrais préciser 2 ou 3 choses, c'est-à-dire les bénéfices de cette rencontre sont autant pour vous que pour moi, parce que c'est en croisant nos regards qu'on crée une synergie et qu'on arrive à résoudre les préoccupations donc, qui nous tiennent à cœur. Et accompagner les familles immigrantes nous tiennent à cœur, qu'on soit acteur scolaire ou qu'on soit travailleur du communautaire. Donc aujourd'hui, le bénéfice est pour moi aussi d'avoir l'occasion de venir vous rencontrer et de m'enrichir à votre contact, donc de votre regard sur ces réalités-là. Donc à quel titre je vous parle? On m'a présenté et on met de l'avant évidemment le fait que je suis professeure à l'université et que je travaille sur l'immigration et la diversité. C'est vrai que c'est avec ce regard-là que je viens vous rencontrer. Mais de manière très imbriquée à ce regard, il y a d'autres statuts quand même que j'aimerais mettre sur la table. L'un de ces statuts, c'est que moi-même, je suis, disons, d'origine immigrante, même si ça fait 27 ans que je suis au Québec. Et le propos que je vais tenir, les échanges que je vais avoir avec vous sur des questions importantes, ce sont des questions qui interpellent la chercheure que je suis, mais ce sont des questions aussi qui interpellent l'immigrante que j'ai été beaucoup, que je suis de moins en moins. Donc voilà, c'est tous ces statuts-là. Évidemment, quand je parle de ces problématiques, je ne peux pas aussi cacher le fait que j'ai les 2 pieds ancrés dans le contexte scolaire, parce que je suis un acteur du scolaire. Et que je le veuille ou non, mon positionnement, mes propos, mes préoccupations sont teintés par cette posture-là. Donc, je fais partie de l'école québécoise. Donc, alors, en assumant ce qu'on reproche à cette école et en assumant aussi les bons coups de cette école. Donc, c'est sûr que je voulais clarifier ces postures-là. Peut-être un petit témoignage. Lorsqu'on parle du parent d'élèves immigrants, je l'aborde toujours avec un peu d'émotion et de subjectivité parce que je me rappelle, il y a 27 ans, quand je suis arrivée au Québec, je suis arrivée avec 2 garçons d'âge scolaire, du primaire, et en arrivant, je me disais, mais tout allait bien se passer, sans trop de problèmes pour nous à l'école, parce que nous avions comme famille ce que j'appelais plusieurs conditions gagnantes. L'une de ces conditions, c'était, nous sommes francophones. C'est une condition gagnante. L'autre condition gagnante, nous sommes instruits comme famille. Nous étions venus faire, mon mari, une thèse en sociaux et moi, continuer mes études de maîtrise. Alors, avec toutes ces conditions, une troisième condition gagnante, dans une autre vie, j'étais enseignante. Donc, je me dis, ça devrait bien se passer. Donc, mon rapport avec l'école québécoise. Nous sommes arrivés vers le mois de juillet-août. Et évidemment, la rentrée, c'est au mois d'octobre. Et avec du recul, je me suis rendu compte qu'on a mobilisé énormément d'énergie comme famille pour faire de telle sorte qu'il y ait moins de discontinuité entre l'expérience scolaire de nos enfants au Sénégal et leur expérience sociale scolaire au Québec. Et malgré toutes ces conditions gagnantes que j'ai énumérées, il a fallu qu'on travaille très fort, mais il a fallu aussi, il faut dire qu'on a eu la chance d'être accompagnés par une école qui a su nous accueillir, qui a su écouter notre parole, mais une école aussi qui a été pour nous, en tout cas moi comme mère de famille, la porte d'entrée dans les services
de la communauté. Je me rappellerai toujours de cette petite table à l'entrée de l'école primaire de mes enfants, une table où les services, les organismes communautaires du quartier venaient mettre des dépliants. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de famille, mais pour moi, cette table-là était une introduction au service de la communauté. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert le centre Saint-Denis, donc sur le plateau Mont-Royal, où je me suis dit, en attendant que je soigne mon blues d'acculturation, je venais d'arriver, j'avais beaucoup de choses, beaucoup de deuil à guérir. En attendant, les enfants ne pouvaient pas attendre. Les enfants avaient besoin de s'épanouir. Les enfants avaient besoin de commencer tout de suite à tricoter un rapport positif avec la société. Comme c'était garçon, en plus, je me suis dit, le centre Saint-Denis, les sports, les loisirs. Et il faut dire que par le biais des services communautaires, mes fils ont découvert la communauté plus vite que nous, les adultes. Et je me suis dit, mon Dieu, ça aurait été dommage qu'on n'ait pas cette porte sur les services communautaires. Et je sais que toutes les familles n'ont pas cette occasion à leur arrivée, même si les services sont bien présents. Donc voilà, je voulais juste commencer par ce témoignage pour vous dire que je me sens vraiment impliquée quand je parle des parents immigrants parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Donc on a travaillé très fort. Et pour terminer, c'est mon expérience comme mère de famille pour accompagner mes enfants à s'arrimer le plus vite possible, autant à la culture scolaire que la culture de la société d'accueil. C'est cette expérience qui m'a fait faire un doctorat sur les élèves immigrants. Parce qu'au début, dans le projet migratoire que nous avions, je voulais certes revenir aux études, mais pas pour travailler sur les immigrants. Moi, j'étais prof de sciences au lycée, au Sénégal, donc mon mari m'avait dit, mais quand tu vas arriver, mais tu vas en profiter pour t'inscrire en didactique des sciences et pour continuer. Mais c'est cette expérience-là intensive avec mes enfants qui m'a fait me questionner sur ce que pouvaient être les défis dans des familles qui n'avaient pas les conditions gagnantes que nous avions. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, je vais faire une thèse de doctorat sur les profils d'acculturation. Donc, pour mieux en savoir sur cette expérience que j'ai effleurée avec mes enfants, mais je me suis dit, je voulais en savoir plus que ça. Donc voilà, donc une petite fenêtre sur cette expérience. On parle de résilience. Avant de parler spécifiquement des parents immigrants, j'aimerais aborder le concept de résilience, que j'adore beaucoup parce que ça me permet de conceptualiser beaucoup de choses. La résilience, c'est à la fois des ressources personnelles et des ressources sociales qu'on peut mobiliser pour venir à bout de l'adversité, quel que soit ce qui structure l'adversité. L'adversité, ça peut être parce qu'on est malade. L'adversité, ça peut aussi être parce qu'on vient d'arriver donc dans une nouvelle société et qu'on doit trouver des outils pour décoder la culture, pour se trouver du travail, pour apprendre la langue. Donc l'adversité peut prendre plusieurs visages, mais la résilience, c'est tout ce qui peut aider à s'accomplir malgré l'adversité. Et quand on parle de parents d'élèves, évidemment, il y a une institution qui se profile derrière. L'expérience du parent d'élève, c'est son rapport avec l'école. Donc je me suis dit, pour que le parent d'élève puisse s'accomplir, il faut que l'école soit un espace qui soutient la résilience du parent d'élève. Mais il n'y a pas que l'école, il y a les ressources de la communauté aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue à Promis. J'en ai profité pour ramasser les fascicules. Et je me dis, toutes ces couleurs sont autant de ressources pour soutenir la résilience. Donc vraiment, je n'y avais pas pensé, mais quand je regardais, je me dis, voilà, un arc-en-ciel des ressources pour soutenir la résilience scolaire. Quand on parle de résilience aussi, c'est très important. Je le dis à mes étudiants, j'aime beaucoup le concept de tuteur de résilience. Vous savez, le tuteur, c'est le petit bâton qu'on utilise pour que nos tomates poussent droit, pour que les fleurs poussent de manière adéquate. Alors, pour que notre résilience se développe, nous avons besoin de tuteurs de résilience.
Lorsqu'on parle de tuteurs de résilience, évidemment, on pense à des individus. Oui, les individus sont des tuteurs. L'intervenant communautaire est un tuteur de résilience. L'acteur scolaire est un tuteur de résilience. Le directeur d'école, le concierge, le secrétaire. Évidemment, le tuteur de résilience par excellence pour les enfants en classe, l'enseignant. Donc, c'est tous des tuteurs de résilience. Donc, les tuteurs de résilience peuvent être des individus. Mais n'oublions pas que les tuteurs de résilience aussi, c'est des contextes. Il ne suffit pas que des enseignants s'engagent, il ne suffit pas qu'un directeur s'engage, il faut que la classe comme espace et l'école comme espace soient aussi des contextes de résilience. Donc le tuteur est un individu, mais le tuteur aussi c'est un contexte. Il ne suffit pas d'avoir des intervenants communautaires engagés, il faut créer une synergie pour que les communautés et les quartiers soient des tuteurs de résilience. Donc, par la convivialité, par l'aide, par la solidarité, etc., etc. Donc, voilà les points que je voulais souligner dès le début. Maintenant, comment je vais structurer mon propos avec vous? Excusez-moi que peut-être que ça va vous sembler un peu décousu, mais je suis en fin de session et un peu fatiguée. Mais j'espère que je serai un peu... mes propos sont compréhensibles pour vous. Alors voilà le plan. D'abord, j'aborderai rapidement de la pertinence de l'alliance entre l'école et les ressources communautaires, évidemment dans le but de soutenir la résilience des enfants et de leurs familles. Ensuite, on va jaser un peu de qui est la famille immigrante. On dit la famille immigrante, mais il n'y a pas un visage prototypique de la famille immigrante. La famille immigrante, on rentre dans sa réalité en utilisant différents leviers de compréhension que je vais aborder avec vous. Quelques défis auxquels est confronté le parent d'élève immigrant, parce que pour aider quelqu'un, il faut avoir une certaine vision, une certaine compréhension des défis auxquels la personne fait face. Comment maintenant travailler la résilience? Évidemment, on va l'aborder de manière concrète, mais avant de l'aborder de manière concrète, j'aimerais bien qu'on l'aborde aussi à partir d'une certaine perspective, d'une certaine vision des choses. Et pour moi, la vision sur laquelle je m'appuie pour réfléchir sur la diversité de manière générale et pour réfléchir sur comment tricoter ensemble le filet de résilience. Cette posture-là, c'est l'interculturalisme, mais ça peut être l'éducation à la citoyenneté, ça peut être l'équité, ça peut être l'antiracisme. Il y a plusieurs perspectives, mais pour moi, c'est cette perspective-là que j'utilise donc comme professeur et comme formatrice d'enseignants. Donc, comment soutenir la résilience de manière concertée? Et évidemment, on ne peut pas parler des conditions pour soutenir de manière concertée la résilience du parent sans parler des défis de l'alliance école-organisme communautaire. Alors, j'aborderai rapidement les petits irritants qu'on reproche à l'école dans la démarche de co-construction de cette synergie. Donc, voilà, et on va ensuite ouvrir la discussion, échanger sur ces enjeux-là. Ça va? Alors, si vous voulez, vous pouvez m'interpeller s'il y a un point que vous voulez que j'éclaircisse. Alors, lorsqu'on veut travailler avec une institution comme l'école, il y a toujours lieu de se demander quel est le mandat de l'institution avec laquelle je veux travailler. Vous êtes du communautaire et vous voulez travailler avec le milieu scolaire pour soutenir la résilience du parent d'élève. Alors, l'école québécoise, on peut appréhender sa réalité à travers son mandat, qui se décline en 3 volets. L'école instruit, l'école socialise et l'école qualifie. Et évidemment, lorsqu'on veut travailler avec l'école, on travaille autour de ces mandats-là. Parfois, plus sur un volet que sur un autre volet. Et ces volets qui définissent le mandat de l'école, évidemment, ce sont des volets qui ont aussi beaucoup de résonance avec vos propres objectifs.
vous pouvez vous retrouver dans l'aide à la qualification, la socialisation des enfants et aussi avec tout le volet aide scolaire, comment vous l'appelez? Le travail que vous faites, soutien scolaire, donc vous touchez aussi donc, le volet de l'instruction. À l'école, évidemment, ce n'est pas surprenant que quand on regarde l'élève, ce qu'on voit le plus rapidement, ce sont ses caractéristiques d'élève. Mais j'aime dire aux enseignants et aux étudiants que nous formons que l'élève est aussi un enfant, un adolescent, un jeune. Il n'est pas qu'élève. Et ce qu'on reproche le plus souvent à l'école, c'est de se cristalliser uniquement sur l'élève et d'oublier les statuts qui se superposent et qui font de lui de manière systémique ce qu'il est. Et c'est important. J'aime dire à mes enseignants et aux étudiants, quand ça ne va pas bien avec l'élève, il faut essayer de faire des hypothèses sur ce qui arrive à l'enfant, à l'adolescent et au jeune qui est derrière. Et c'est très important. Et quand vous travaillez avec les acteurs scolaires, vous travaillez sur ces statuts en même temps, ces 3 statuts en même temps. Alors, l'élève est enfant, adolescent. Donc, son expérience socio-scolaire, moi j'aime bien parler de l'expérience socio-scolaire. Donc, ça me permet de réunir tous ces statuts. Donc, cette expérience tient autant à des logiques purement scolaires. Il doit apprendre les disciplines, il doit réussir à l'école. Mais l'école est un microcosme aussi de socialisation, donc un milieu de vie, et il s'y passe d'autres choses aussi. Alors, c'est important de voir l'ensemble de cette dynamique autour de cette expérience socio-scolaire. Autour de l'expérience socio-scolaire de l'élève, il y a divers protagonistes. Évidemment, ces protagonistes, on les retrouve où? On les retrouve à l'école, certes, mais on les retrouve aussi dans la famille et on les retrouve dans la communauté. Donc vous êtes des protagonistes de l'expérience scolaire de l'élève, socio-scolaire. Le parent, comme parent d'élève aussi, est un protagoniste. Et les protagonistes ne peuvent pas s'ignorer. Ils doivent se concerter. Ils doivent, tout en ne niant pas leurs différences de posture. L'idée, ce n'est pas de nier les différences de posture, mais l'idée, c'est de dire que nous devons accompagner une expérience et chacun de nous a un rôle à jouer, donc a une part de responsabilité pour que l'expérience scolaire soit optimale. Donc, il faut se voir, pas de manière antagoniste, mais se voir comme des protagonistes de l'expérience de l'élève. Alors, ce n'est pas facile de co-construire un filet de résilience quand vous êtes des protagonistes avec des préoccupations, des intérêts qui sont légèrement différents. Mais cette difficulté de co-construction de filet de résilience, cette difficulté est amplifiée dans certains contextes, par exemple les contextes de précarité. Je travaille sur la diversité, mais mon autre chapeau, c'est aussi l'intervention en milieu défavorisé. Et on sait que dans le contexte de précarité, tous les défis sont amplifiés. Les défis n'existent pas que dans ces milieux, mais le contexte de précarité amplifie ces milieux, ces défis-là. Donc, il faut travailler ensemble. C'est vraiment important de travailler ensemble. Le milieu scolaire a beau faire la fine bouche parfois, l'école ne peut pas se permettre de ne pas compter sur les ressources de la communauté. Parce que dans certains contextes, les défis sont amplifiés, donc on doit travailler ensemble. À chaque fois qu'il y a un énoncé de politique dans les milieux scolaires, j'essaie de calculer le nombre de fois où il y a un clin d'œil à la communauté. Alors, nous avons c'est tout chaud, la nouvelle politique de la réussite éducative formulée en 2017. On verra ce qu'il adviendra de cette politique après les élections, mais en tout cas, c'est chaud sur la table. Alors, j'ai visité un peu et on voit que communauté revient
communauté, communauté éducative, milieu, etc. Donc il y a un appel, on assume en tout cas de manière théorique le fait qu'il faut travailler ensemble et c'est important. Et moi je crois qu'il faut les prendre au mot. Donc si l'école fait cet énoncé, le milieu communautaire et les ressources communautaires doivent prendre l'école au mot en disant « vous voulez travailler avec nous, ben, soyez proactifs et travaillons ensemble pour soutenir les... » Alors, je ne reviendrai pas sur tous les contextes spécifiques qui amplifient les défis de la co-construction d'un filet de résilience, mais je vais plutôt aborder le contexte spécifique. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un X qui manque et il y a d'autres lettres qui manquent, mais ce n'est pas grave. Qu'en est-il du contexte spécifique aux élèves récemment immigrés et de leurs familles? Donc, ce n'est pas nécessairement un contexte, le contexte des élèves et de leurs familles récemment immigrées, un contexte nécessairement lié à la précarité, mais il peut y avoir de la précarité, mais il y a aussi d'autres défis liés à l'acculturation. Donc aujourd'hui, je vais continuer à réfléchir avec vous en m'en tenant à ce contexte qui est spécifique, qui est le contexte de l'immigration récente. Et on va voir quels sont les défis qui sont ceux des familles et de leurs enfants d'âge scolaire. Alors, on parle beaucoup de la famille immigrante. Et parfois, on se dit, mais cette famille, c'est qui? Comment on pourrait la définir? Évidemment, c'est difficile, je n'ai pas de définition pour dire la famille immigrante, c'est. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on travaille avec des familles en chair et en os, on peut se baser sur plusieurs aspects de leur trajectoire migratoire pour comprendre qui ils sont. Alors, ce que ces familles sont ici et maintenant est influencé en partie par ce que ces familles étaient avant de venir. Donc, le contexte prémigratoire définit aussi en partie le présent de ces familles. Comprendre ce contexte prémigratoire, évidemment avec tout le respect qu'il faut, en légitimant leurs paroles, en n'étant pas intrusif, en évitant le jugement facile, si on est dans cette posture de respect, en apprendre sur le contexte prémigratoire d'une famille nous permet de mieux l'accompagner dans son présent, dans la société. Alors, le contexte prémigratoire, c'est quoi? C'est tout ce que la famille était avant de venir. Avant d'immigrer, on était dans un pays, dans un contexte où on avait un profil ethnoculturel particulier. Vous savez, les relations interethniques et les rapports intergroupes, ce n'est pas quelque chose qui est juste une réalité dans la société d'accueil. Les immigrants viennent de pays où les mêmes problématiques se posaient. On faisait partie d'un groupe social, on faisait partie d'un groupe ethnoculturel, et on avait une place favorisée ou défavorisée sur l'échiquier des rapports de force dans notre société. Alors ça aussi, ça joue. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a des familles immigrantes qui expérimentent pour la première fois de leur vie ce que c'est qu'être minoritaire en immigrant. Parce que dans leur pays d'origine, ils faisaient partie d'une majorité, par la langue, par le groupe ethnoculturel et par plein d'autres aspects. Tandis qu'il y a des familles immigrantes pour qui il y a certaines familles immigrantes qui ont expérimenté avant même d'immigrer ce que c'est que d'être minoritaire dans leur propre pays. Et parfois, c'est cette expérience-là de minorité ou de minoration, pour être plus dans une perspective sociologique, qui justifie le fait qu'ils sont partis. Alors vous voyez, ne serait-ce que sur ce plan, les gens ne vont pas vivre l'acculturation de la même manière. Le capital humain aussi est social. De la même manière que dans la société, nous n'avons pas le même capital humain, les immigrants qui arrivent n'ont pas le même capital humain. Ils n'ont pas le même niveau d'instruction, ils n'ont pas le même rapport à la langue, par exemple, de la société d'accueil, etc. Alors, un professeur, un immigrant qui arrive
je ne sais pas, qui a un emploi pour travailler chez Bombardier ou qui est professeur à McGill, etc., ou qui a un travail qui l'attend en région dans un cégep, ce n'est pas la même expérience que quelqu'un qui a transité, qui a vécu beaucoup de discontinuité à travers un parcours chaotique, en passant par des camps de réfugiés, qui a vécu la guerre, qui a vécu la... Alors il y a toute cette expérience-là qui fait aussi que les gens que nous accompagnons ont des profils différents. Les raisons de la migration, pourquoi on part? Rien de nouveau, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes se sont déplacés en quête d'un avenir meilleur. Parfois, ça mérite beaucoup, on fait comme si le fait d'immigrer, le fait de bouger, c'est quelque chose de nouveau. Depuis que nous sommes sur cette terre, les individus ont bougé pour X raisons. Parfois de manière proximale, d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, mais parfois d'un pays à l'autre. Alors c'est très important. Alors pour quelles raisons on part? On part pour des raisons parfois très graves, parce qu'on est persécuté. On part parfois parce que juste on a envie de découvrir autre chose. Il y a une question qu'on pose dans nos recherches, qui est presque une question d'introduction quand on parle avec des immigrants, c'est pour quelles raisons vous êtes partis? Et avec cette question, les réponses sont infinies. On peut même immigrer juste pour une peine d'amour. Je suis partie parce que... Alors les raisons sont multiples. Mais il y a une raison transversale qui revient très souvent lorsqu'on parle avec les familles. Pourquoi vous êtes partis? Pour l'avenir de mes enfants. Et parfois, les parents sacrifient aussi beaucoup de choses. Et ce sacrifice-là n'est pas toujours visible parce qu'on va dire, mais oui, ils viennent dans un pays développé, donc ils ne sacrifient pas grand-chose. Non, le sacrifice est au-delà de ça. Il y a par exemple, et les raisons, je vais vous donner un exemple, je parlais à un père d'origine algérienne. Et je lui disais, pourquoi vous avez immigré? Il m'a dit, mais madame, j'avais un emploi, j'étais bien. Mais il dit, j'ai un enfant qui est sourd-muet. Mais ça fait il y a 25 ans. Alors, il dit qu'il était venu en mission de travail au Canada. Il a pris le métro et il est tombé sur un groupe de jeunes qui se parlaient par la langue des signes. Alors, ils étaient tellement épanouis, ils se parlaient, ils riaient, ils étaient accompagnés peut-être d'intervenants communautaires. Alors, ils étaient très épanouis, ils se parlaient. Et puis, il dit, je les ai regardés et puis il dit, j'ai pensé à mon fils. J'ai dit, oui, j'ai une bonne situation, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore, peut-être que ça a changé. J'ai l'impression que derrière ces jeunes, il y a un environnement, un contexte de ressources qui fait qu'on peut être sourd-muet et quand même s'accomplir. Alors il dit, j'avais cette idée en tête. Et puis de retour en Algérie, j'en ai parlé à ma femme, j'ai dit, il faut qu'on parte. Il dit, mais non, on a un beau travail, on a une belle maison, on a tout. Il dit, mais c'est pour lui, c'est pour son avenir. Il dit, moi je suis partie pour ça. Je me dis, j'aimerais arriver dans un contexte où j'aurais accès à des ressources pour que mon fils soit comme ces jeunes-là que j'ai vus dans le métro. Alors on part pour X raisons. Donc les raisons de la migration, de manière très respectueuse et non intrusive, et j'y reviens tout le temps. Parce que parfois aussi, on peut vouloir bien faire, mais le faire de manière tellement intrusive que les immigrants ont toujours l'impression qu'ils sont sur le divan et qu'on leur demande de raconter par force. Alors, il faut le faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup de doigté, et les gens vont comprendre que vous voulez comprendre pour mieux les aider. C'est important. Le projet migratoire, évidemment. Quand on dit projet, ça a l'air d'être quelque chose de pensé, avec surligné, bien structuré. Ce n'est pas le cas, un projet migratoire. Le projet peut être flou. Mais il y a toujours une intention de ce qu'on voudrait pour l'avenir de nos enfants quand on immigre. Il y a des parents pour qui c'est un peu plus organisé, d'autres pour qui c'est flou. Mais je peux vous dire que l'idée qui revient tout le temps, c'est un avenir meilleur. Il n'y a aucun parent qui immigre pour que l'avenir de ses enfants soit assombri par quelque aspect que ce soit. Alors, le projet migratoire, avoir du travail, parce que la dignité passe par le travail,
Et je vois que parmi les fascicules ici, il y a une fascicule importante sur l'accompagnement. La dignité passe le travail, mais la dignité passe aussi par la réussite de nos enfants, la réussite sociale et la réussite scolaire. Donc le projet migratoire, c'est quelque chose de complexe. Et le travail que vous faites dans le milieu communautaire, c'est un travail très important pour aider à l'effectivité de ce projet migratoire. Parce que j'imagine que les gens que vous rencontrez, parfois vous leur dites, mais oui, le projet migratoire, vous l'avez rêvé de cette manière, mais en attendant à court terme, il y a des freins, il y a des obstacles qui font que ça ne peut pas advenir comme vous l'aviez rêvé, mais nous, on va vous accompagner et que dans la durée, ce projet-là va prendre forme. Donc voilà, donc j'ai un peu passé du temps sur le contexte pré-migratoire, mais c'est important. Donc, dans une interactivité respectueuse, de comprendre un peu et de prendre ce qu'on vous donne à comprendre. Il ne faut pas être intrusif, vraiment, j'y reviens, parce que je me sentais agressée quand j'avais en face de moi quelqu'un, certes, qui voulait m'aider, mais qui était trop intrusif, alors que moi, je n'étais pas prête à partager certaines choses. Alors, c'est vraiment important. Le parcours migratoire et surtout les péripéties de la mobilité jusqu'au pays d'accueil. En classe, par exemple, les enseignants vont voir que l'élève est né en Jordanie. Ah, je dis, tiens, parlez-moi de la Jordanie. Mais l'enfant va lui dire, mais on a quitté la Jordanie, on est passé par l'Arabie Saoudite, on a fait 3 ans en France, etc. Ou l'enfant va dire, on a quitté Port-au-Prince, on est allé à Miami, on a passé par New York, on est venu. Alors, parfois, au-delà du pays de naissance, le parcours migratoire aussi révèle, et c'est autant d'expériences qui enrichissent ce que l'immigrant est. Donc, parfois, on se dit, mais comment ça se fait? Tu es né en Jordanie et tu parles espagnol, mais oui, on est passé par le Mexique, etc. Donc, c'est important aussi d'avoir ça. Évidemment, je ne reviendrai pas sur les péripéties qui sont spécifiques aux réfugiés politiques. Je crois que l'exemple de la Syrie actuellement qui occupe... L'exemple de la Syrie est prototypique des péripéties que peuvent vivre des immigrants. À un moment donné, avec ce qui s'est passé dans les Balkans, c'était une autre réalité. Puis voilà, avec Haïti, avec les séismes, donc les péripéties. Et ensuite, ici et maintenant. Ils sont ici et maintenant, et nous tous autour de la table, nous nous situons dans cette troisième partie, où on est dans le pays d'accueil. Et on accompagne les immigrants à rendre leur projet migratoire effectif ou à redéfinir le projet migratoire ou à le rendre plus réaliste, etc. Et tout ça, on peut le faire, mais s'il vous plaît, ne décourageons pas le rêve. Je le dis aux enseignants, ils me disent « Oh mon Dieu, ils veulent trop, ils veulent que leurs enfants soient des médecins, ils veulent que leurs enfants soient des... » Mais ce n'est pas possible. Je dis « On n'est pas payé pour décourager le rêve. » Mais on est payé pour accompagner le rêve en projet réaliste. Parce que c'est ce rêve qui fait que les gens tiennent. Même parfois, ils ne sont pas naïfs, ils savent que le rêve tel que rêvé, peut-être que ce ne sera pas comme ça. Mais accompagnons le rêve et rendons le rêve réaliste et n'essayons pas de décourager le rêve. Tous les immigrants n'ont pas accès à une communauté d'identification sur place avec des ressources semblables. Il y a des communautés, on les appelle les communautés anciennement établies, qui sont presque dans une dynamique d'intervention communautaire. Donc, qui peuvent accompagner les nouveaux venus, qui peuvent les aider, qui peuvent les parrainer, tandis qu'il y a des immigrants qui arrivent et qui n'ont pas des communautés d'accueil auxquelles ils s'identifient, des communautés qui ont des ressources, donc, ou parfois des communautés d'assignation, parce que parfois aussi on nous assigne à une communauté sans nous demander notre avis. Mais en tout cas, la dynamique de diaspora n'est pas la même pour tous les immigrants qui arrivent. Donc voilà. Les immigrants ne vivent pas les mêmes continuités et discontinuités dans les expériences sociales et professionnelles.
les immigrants ne vivent pas le même processus d'acculturation et de stress d'acculturation. Donc voilà. Donc, pour répondre à la question, une famille immigrante, c'est qui? Mais pour comprendre c'est qui une famille immigrante, donc il faut réfléchir à tous ces niveaux. Et peut-être j'aimerais bien paraphraser ma chère collègue Michèle Vatz-Laroussi, qui disait que pour accompagner, évidemment, elle est dans une posture de travail social, Michèle, mais c'est valable pour nous aussi, de dire qu'il faut être curieux de ces trajectoires singulières. Et j'aime bien la délicatesse de curieux. Il faut être curieux de ces trajectoires singulières, donc pour mieux accompagner l'enfant et sa famille. Est-ce que ça va? Le temps file.